Bonjour, bienvenue en direct du stand Honda sur le salon du deux roues de Lyon. Et aujourd'hui, on va parler off-road. Voilà, comme je vous le disais, on est toujours sur le salon du deux roues de Lyon et en direct du stand Honda. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler off-road. Et j'ai deux invités de choix parmi avec moi aujourd'hui. April, bonjour April. Bonjour. Ça va April Franzoni, donc pilote de sable et pilote de motocross, championnat du monde de motocross également. Et puis Cyril Genot qui est également à mes côtés. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Comment ça va? Bien, ça va bien. Alors, tous les deux, avec vous, on va parler évidemment de vos programmes respectifs. Championnat du monde de motocross féminin, un peu de courses de sable. Cyril, beaucoup de courses de sable. Et puis, on étudiera aussi un petit peu ta projection sur la saison 2025. Honneur aux dames, Cyril, je pense que tu t'en offusqueras pas. April, tu as disputé le week-end dernier le 50e Enduropal du Touquet et tu avais fait un pari, un sacré challenge de rouler avec la 450. En quelques mots, est-ce qu'on peut revenir sur ta prestation? Qu'est-ce que tu en as analysé et comment tu revis cette prestation? Une course un peu compliquée quand même parce que forcément je finis deuxième, donc j'aurais voulu la victoire, mais bon, c'est comme ça. J'ai quand même découvert cette course quand même mythique, le nombre de pilotes, la durée, et non, c'était quand même une belle expérience, je pense. Le choix de la 450, au bout de 3 heures, on le regrette ou on le regrette pas? Non, du tout, vraiment, j'en suis vraiment contente. Ça n'a pas du tout été un désavantage ou quoi pour moi. J'étais bien dessus, donc non, c'était bien. Alors, avec toi, parce qu'il faisait aussi partie du même team, il y avait Cyril. Cyril, on rappelle qu'en 2024, tu étais le champion de France des sables. Et pour le Touquet, il y avait évidemment beaucoup d'attentes autour de ta performance. Alors, on va pas remuer le couteau dans la plaie. On s'est mis d'accord avant l'émission. On va évidemment en parler quand même un petit peu. L'issue est cruelle, bien évidemment, mais globalement, qu'est-ce que tu peux retirer de cette 50e épreuve du Touquet, sachant qu'il y avait quand même une modification de taille cette année, c'est-à-dire que le circuit avait été rallongé. C'est peut-être aussi ça qui a fait que… Oui, exactement. Ça a été un Touquet très compliqué pour nous. Mais ça fait partie, ça fait partie du sport. On a connu des hauts et des bas, et cette année, malheureusement, c'était très compliqué pour nous. Mais on a beaucoup appris. On a beaucoup appris de choses sur la moto, beaucoup appris de choses à essayer d'améliorer pour le futur, et je crois qu'on va essayer de rebondir. Au niveau, en évacuant après ce problème, comme ça on n'en parlera plus. Au niveau frustration, parce que j'imagine que ta frustration, elle était énorme, parce que l'abandon, il est à 20-25 minutes à peu près du terme de l'arrivée. Est-ce que c'est plus frustrant, malheureusement, de connaître ce genre de soucis à 25 minutes du terme, ou à l'image de, par exemple, Milko Potisek, qui, il y a quelques années, avait cassé 25 minutes après le départ? Dans ces cas-là, il n'y a pas de situation idéale, bien sûr, mais la frustration, elle est plus grande si on casse près de l'arrivée ou si on casse tout au début? La frustration est toujours là. Maintenant, on ne veut pas casser, mais ça fait partie du sport. Après, tout dépend un peu comment on regarde les choses. Je venais vraiment pour essayer de gagner. Tout simplement, je fais 2 fois deuxième au Touquet les 2 dernières années. Donc, j'étais vraiment préparé pour la victoire, et malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme on aurait espéré. Du coup, finir 2 ou 3e ou abandonner quelque part, je venais vraiment pour la victoire, et c'est vraiment ça que je veux atteindre. C'est ça mon objectif, et voilà, on a abandonné. J'en veux à personne, ça fait partie du sport. Donc voilà, on reviendra pour gagner, ça c'est sûr. Comme on dit dans le sport mécanique, il y a mécanique, et malheureusement ça c'est un paramètre qu'on maîtrise pas, même quand on a tout mis, tout aligné du bon côté, malheureusement c'est comme ça. April, cette expérience du Touquet, quel est le moment que tu retiens sur ces 3 heures? Est-ce que c'est le départ avec tout le monde? Est-ce que c'est les retardataires qu'il faut à chaque fois doubler, mais surtout surveiller? Parce que Cyril pourra aussi nous le dire, les trajectoires des fois sont surprenantes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, je dirais? Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris, en bien ou en mal? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'étais fait des idées préconçues qui ne se sont pas du tout déroulées, et à l'inverse, des choses que tu étais quasiment peut-être certaine de trouver et qui ne se sont pas passées comme tu l'attendais? Déjà, je pense tout d'abord le départ, parce qu'on ne se rend pas compte quand c'est à la télé ou quoi, mais avec le nombre de pilotes qu'il y a devant nous ou quoi, on voit rien. En fait, c'est juste un nuage de sable. Et puis c'est long quand même, la ligne droite.
Ensuite, je dirais quand même le nombre de pilotes et le terrain qui se défonce quand même relativement rapidement. Donc ouais, tout ça, je m'y attendais, mais le fait de le vivre, c'est encore quelque chose de différent. On arrive à combien au bout de la ligne droite à peu près avec une 450? Tu sais, Je non? sais pas du tout, je pense que j'étais 70-80, mais je ne saurais pas Mais vraiment. je parle en vitesse aussi, en vitesse. Ah, en vitesse On est au-dessus je de sais pas. 150, non? Ouais, c'est ça? Nous, Hein? oui, nous, on est environ Moins pour moi. 160, Ouais. Et 170. puis April, par rapport à toi, Cyril, elle a un petit gabarit, donc elle va plus vite. Ah, c'est Et vrai. elle est plus c'est vrai. légère. Non. Ouais, donc ça, de toute façon, ça reste une bonne expérience. Est-ce que tu as déjà pris rendez-vous pour la saison prochaine ou pas? Enfin, pour Pas- l'édition prochaine? Bah, pas encore, mais je pense que dans tous les cas, je reviendrai le faire pour le gagner forcément et faire une meilleure place au scratch, être dans les 100 déjà et rouler à mon niveau tout simplement. Oui, puis la victoire en catégorie féminine, tu as terminé deuxième cette année. Il n'y avait pas beaucoup d'écart non plus pour une première, c'est avec la 450. C'est un résultat par rapport à Cyril qui disait la frustration, moi je viens pour gagner, finir deuxième, troisième ou abandonner, c'est un sentiment quasiment équivalent. Pour toi, c'est quand même une très belle performance. Tu Oui, le considères comme ça ou tu as un peu aussi de frustration? Non, comme Cyril, c'est pareil. J'étais pas venue pour finir deuxième dans tous les cas, donc finir deuxième, c'est quand même dur à digérer, je pense. Mais non, j'ai quand même découvert cette course, beaucoup appris, donc on refera pas les mêmes erreurs l'année prochaine si je le refais et on viendra pour gagner. Bon, rendez-vous est pris pour la saison. Alors, on va quand même parler de cette saison 2024, April, parce que il faut bien le dire, tu fais le championnat du monde féminin. Et cette saison 2024, comment tu la résumerais? Parce qu'un top 10, c'est quand même, c'était à peu près ce que tu t'étais fixé comme objectif. Tu termines 10e. Comment tu résumerais cette saison? Est-ce qu'elle correspond à tes attentes? Et est-ce que, je dirais, il y a eu là aussi des frustrations? Il y a eu un très bon résultat, top 7. Je ne me rappelle plus sur quelle course, mais c'était top 7. Comment tu analyses ta saison? Non, la saison 2024, elle s'est quand même très bien passée. J'ai eu un hiver compliqué, le passage en 250, ça a été dur. Et au final, quand je suis arrivée à la première épreuve, direct, je fais 11 et 11 des manches, je crois. On était quand même surpris. Et donc, une 7e place à Tuchental, c'était vraiment incroyable. À part un petit souci en Italie où j'ai dû abandonner, mais sinon, je finis quand même 10e du championnat. Vu l'hiver que j'ai passé, on s'y attendait pas vraiment. Et du coup, maintenant, les objectifs, ils sont encore plus hauts pour cette année. L'adaptation, c'est ce qui a été le plus compliqué en début de saison. Après, le rythme est venu, j'imagine, au fil des courses. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'adaptation? C'est le fait de passer en 2,54 temps et du coup le frein moteur. Ça a vraiment été compliqué pour moi, alors que je roulais déjà auparavant beaucoup avec. Mais on ne sait pas trop pourquoi, mais le passage a été quand même dur. Je me sentais toujours mieux sur la 125 et donc non, on s'est entraîné et au final, quand on est arrivé à l'ouverture, tout s'est bien passé. Donc c'était quand même un bon passage. Cyril, toi, cette saison 2024, tu portais le numéro 1 puisque tu étais champion de France en titre de cette saison. En 2 mots, le résumé de cette saison, il y avait un adversaire qui était redoutable cette année. Tu n'as pas forcément été épargné par les coups du sort puisque en février, tu étais blessé. Après, tu as eu à la jambe, hein, si je ne dis pas de bêtises. Après, tu avais ton problème à l'épaule. Le bilan que tu peux tirer un peu à l'image de ce qu'a fait April? Oui, pour moi, c'est vrai que les blessures, ça a été assez compliqué, mais ça fait aussi partie du sport. C'est ça, il faut essayer de rester, c'est ça qui est beau dans le sport, il faut essayer de rester sur ces 2 roues, essayer de minimaliser les dégâts. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait opérer en février au genou. Ça a pris une rééducation de 6 mois, donc je me suis bien entraîné pour revenir et pour pouvoir gagner à Lune Plage. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de me prouver moi-même que même après 6 mois sans moto, on peut quand même atteindre ses objectifs quand on veut et quand on veut mettre le travail. Donc c'est très important pour en arriver à ce niveau-là. Quand on vient justement comme ça après une si longue absence, c'est avant tout, je dirais, l'adrénaline entre guillemets, de la rage par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a de l'appréhension? Comment on approche ce premier rendez-vous après une si longue blessure, une si longue absence? Avec beaucoup de doutes, surtout au début quand on se fait opérer, on se repose la question, est-ce que je serai encore
est-ce que ce sera encore possible d'arriver à ce niveau-là, au niveau où on était? On se pose beaucoup de questions. Mais je crois que quand on met le travail, quand on n'abandonne pas, quand on se met des idées en tête pour y arriver, je crois qu'on peut y arriver. Si je te demande de récupérer, de sortir un moment fort de ta saison, ça sera lequel? Cette victoire à Loon Plage par rapport à tout ce qui s'était passé auparavant? Oui, la victoire à Loon Plage cette année, je crois que c'était une de mes plus jolies courses et je gagne vraiment la course comme il le fallait, avec la manière, et c'est ça qui est des fois le plus joli. On peut des fois gagner des courses où il y a des effets de course, mais ici vraiment c'était avec la manière, et ça m'a vraiment marqué. Je crois que c'est vraiment une très, très jolie victoire. Oui, puis comme tu le dis, après cette absence, c'est là où on se dit, bon, finalement, je suis toujours là et j'ai pas perdu, quoi. Exactement, et on ne doit pas oublier que 2 mois avant, j'étais encore avec le genou en l'air, on va dire. Donc non, c'est des fois on oublie. Après, une fois qu'on a repris la quotidienne, l'entraînement, on oublie que même 3-4 mois avant, on était sur la table d'opération. Donc je crois que des fois, on peut être vraiment fier de ce qu'on réalise en très peu de temps. April, ton moment, je dirais, fort de cette saison, ça serait quoi? Ça serait le championnat du monde? Ça serait les courses de championnat de France auxquelles tu as participé? Si tu dois ressortir un moment, est-ce que c'est justement cette 7e place en championnat du monde ou ça peut être tout à fait autre chose? Qu'est-ce que tu ressortirais, toi? Je pense qu'il y en aurait 2. Déjà, forcément, cette 7e place à Tochental, on n'y avait pas vraiment pensé. Et au final, c'était quand même une belle course. Mais aussi, je pense, ma victoire au championnat de France, c'était vraiment une belle course. Je suis revenue, j'ai doublé et j'ai gagné avec la manière. Et donc, non, c'était vraiment une belle course et je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Au niveau du championnat, de la saison 2025, donc le championnat du monde va redémarrer prochainement. Quels sont tes objectifs? Est-ce que par rapport à ta première saison, est-ce que tu vas te changer dans ta préparation? Est-ce que tu as déjà travaillé sur d'autres points? Comment tu abordes cette saison 2025? Déjà avec des gros objectifs, je pense quand même, déjà forcément d'être championne de France. Et ensuite au mondial, ça serait d'intégrer le top 5 final. C'est des gros objectifs, mais on a travaillé pour tout cet hiver. Je me suis beaucoup entraînée dans le sable. Donc j'y vais motivée et on espère que ça marchera. Alors on précise quand même que parallèlement à ta carrière sportive, tu continues tes études. Ça, il faut le signaler aussi parce que tu l'as expliqué aussi par rapport à tes adversaires. La majorité de tes adversaires ne font que ça. Elles sont professionnelles, on peut le dire comme ça. Toi, tu continues tes études. Maintenant, tu poursuis sur quel type d'études? Donc j'ai eu mon bac l'année dernière et cette année, je suis en première année de licence en STAPS. Donc forcément, ça commence à être compliqué d'associer tout, le sport, la moto, l'école. Mais je continue de le faire et on va essayer de le tenir jusque le plus longtemps. Alors ça, je vais te taquiner un tout petit peu. C'est ta volonté ou il n'y a pas papa et maman derrière qui disent les études, faut pas les oublier, c'est important? C'est ma volonté et c'est aussi forcément mes parents. Mais non, franchement, c'est un choix des deux. Et le jour où vraiment je voudrais plus, je pense que je le dirai. Mais pour l'instant, j'ai toujours envie de continuer et d'avoir cet à côté où je suis vraiment, il n'y a plus la moto, où je suis avec forcément mes amis. Et non, je vais le garder pour l'instant. Et est-ce que quelque part, je ne vais pas dire que c'est une bouffée d'oxygène, mais le fait de te reconcentrer sur les études, des fois, ça te fait évidemment sortir de la moto. Et est-ce que quelque part, c'est pas aussi après plus facile d'avoir l'envie de revenir sur la moto? Tu vois ce que je veux dire? Le fait de couper, de se reconcentrer sur un objectif et après de revenir à la moto. Et ça doit être compliqué, bien évidemment, en gestion du temps. Mais au niveau mental, est-ce que c'est quelque part quelque chose qui peut te servir aussi pour la moto? Oui, non, c'est sûr. Déjà, on m'a toujours dit d'avoir une tête bien construite, ça peut que servir sur la moto. Et même exactement, ça me fait couper un peu de ce monde-là. Même si après, c'est sûr que c'est dur de tout ce qui est les révisions, les partiels ou le reste. Mais non, ça me fait quand même du bien d'être à l'école et d'être un peu coupé du monde de la moto. Et le regard des autres, quand tu leur expliques que tu es pilote de championnat du monde de motocross, ils te regardent un peu bizarrement? Ils sont envieux? Comment ça se passe? Non, déjà, j'en parle pas du tout à l'école, donc ils le savent pas. Après, là, c'est un peu différent, donc, parce qu'il y a France 3 qui est venu dans l'amphithéâtre, donc ils l'ont un peu difficile tous... de le cacher, là. Voilà, c'est ça, donc
forcément, maintenant, ils le savent, mais non, j'en parle jamais et ils m'en parlent pas trop. Donc, à part quand je pars vraiment tôt ou que j'ai des déplacements à faire, mais sinon, ça va. Très bien. Cyril, même question qu'April 2025, c'est aujourd'hui, hein, on y est. Alors, la saison de championnat de France de sable est terminée depuis le week-end dernier au Touquet. Comment ça se passe, toi qui es vraiment focus sur le sable, quel va être ton programme, enfin majoritairement un focus sur le sable, quel va être ton programme maintenant, puisque le championnat redémarre au mois d'août, il y a le championnat du monde bien évidemment, ça redémarre au mois d'août si j'ai bonne mémoire. Comment ça va s'organiser jusque-là? Exactement, on va essayer tout d'abord de continuer le développement sur la moto. Ça va être très primordial pour la saison qui arrive. À côté de ça, il faut essayer de continuer, de rester en forme, quand même essayer de rouler pas mal de temps, essayer de progresser. Aussi passer du temps à essayer de regarder qu'est-ce qui étaient les points positifs, même sur moi pour l'année, les points négatifs, essayer de mettre tout ensemble et essayer de progresser tout simplement. Bon, eh ben, merci Cyril. Merci. Merci April. Nous, on fait un petit clin d'œil à notre partenaire et on se retrouve tout de suite avec Joss Salfranc et Ludovic Luquin pour la partie, on va dire, team manager. Et je pense que Joss Salfranc et Cyril et April le connaissent bien. On se retrouve tout de suite après le clin d'œil à notre partenaire. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Tollback GP, toujours en direct du stand Honda France sur le salon du deux roues. Et la transition a été bien faite avec notre partenaire Five pour cette émission, puisque Five, Joss Salfranc, donc le team manager du team SR Moto Blues, est l'un de vos partenaires. Exactement, ouais, on est bien équipé avec les grands Five. C'est vrai que c'est des grandes qualités pour les tout-terrain. Et donc du coup, voilà, on est content de les représenter. Alors, vous l'avez compris, dans cette deuxième partie off-road, on va donner la parole au team manager, donc Joss Salfranc pour la partie motocross. Et là, c'est la guerre des deux mondes, puisque j'accueille de l'autre côté Ludovic Luquin. On plaisante Ludovic, bien évidemment, qui est le team manager du team Luc 1, qui représente Honda dans les différents championnats France et monde de supermotard. Exactement, oui. Bonsoir Ludovic, ça va? Bonsoir, oui, parfait. Alors, j'ai fait une fiche quand même, j'ai regardé. Joss, tu m'excuseras. 35 avec titres. plaisir. Oui, Hein? exactement. Oui. Et j'ai compté 20 en France, 2 aux USA, 10 de champion du monde. Et ensuite, un titre en Espagne et 2 en Suisse. Exactement, oui. Tout ça depuis 2007. Depuis 2007, oui. On a eu la première année 2007 où on n'a pas gagné de titre et après, ça s'est bien enchaîné. Alors, je disais, il y a deux mondes qui s'affrontent. Joss qui est toujours le motocross, mais toi, Ludovic, tu viens du motocross. Exactement, oui. Pourquoi le changement après ta carrière? En fait, tu aurais très bien pu monter ton team pour continuer en motocross. Pourquoi l'orientation vers le supermotard? Bon, en fait, bizarrement, à la fin de ma carrière, je suis allé un petit peu aux États-Unis pour aider David Villemain au temps où il était pour jouer le titre de champion US. Quand je suis rentré, j'avais toujours rêvé de faire un petit peu de supermotard. J'ai décidé d'en faire pour le fun. Et la discipline m'a beaucoup plu parce que j'ai appris beaucoup de choses beaucoup plus pointues que j'avais en motocross, même si les deux endroits, c'est technique. Hein. Et ça m'a plu et j'ai fait 2-3 saisons pour le fun et après, j'ai décidé de monter un team pour évoluer dedans. Et puis, ça s'est fait bizarrement. Hein. Et aujourd'hui, venant du motocross, je regarde toujours le cross, tout ça, mais ma discipline favorite aujourd'hui, c'est le MotoGP. D'accord. De très loin, voilà. Bon, du coup, on est à mi-chemin avec le supermotard entre le motocross et le MotoGP, mais Avant d'avoir pratiqué le supermotard, en fait, je pensais que c'était plus facile que ça. Moi, quand je roulais, je me disais, pourquoi ils montrent les gens du MotoGP à la télé alors que le supercross, j'étais champion de France supercross, le supercross me paraissait beaucoup plus difficile. Et en fait, quand j'ai pratiqué la discipline, j'ai compris que c'était pas si simple que ça d'aller vite, en fait. Sur la piste, voilà. Et petit à petit, j'ai vraiment pris goût. Je suis allé un petit peu au MotoGP aussi avec des pilotes de MotoGP, parce que
On a eu Dani Pedrosa, on a eu pas mal de monde. Et je me suis pris beaucoup d'amour pour la discipline et d'intérêt en fait. Joss, le bitume, c'est pas encore dans les plans de reconversion du Team SR? Du tout. Et puis le Team Lucas fait très bien le travail, donc voilà, c'est parfait. C'est deux disciplines complètement différentes. Moi, j'ai fait un peu de supermotard aussi, notamment Disneyland Paris à l'époque pour mon métier. C'est vraiment une discipline. C'est vrai que voilà, on a l'impression que c'est simple parce que voilà, c'est vraiment sur le bitume avec ce mélange de cadre moto tout-terrain. Et non, c'est très très technique et vraiment c'est une discipline où ça roule très fort. Donc c'est assez sympa à voir et j'ai eu l'occasion d'en voir. Et bon, à l'époque, il y avait des belles courses aussi. Donc c'est vrai que c'est une belle discipline. Alors, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus maintenant tous les deux, enfin tous les trois, dans le rôle de team manager. Alors toi, Joss, on avait April et Cyril là juste avant vous. Ça fait partie de tes pilotes sable. Et puis tu as l'autre programme motocross avec le championnat du monde. Comment on gère ça sur une saison? Parce que j'imagine que c'est un travail de fou au quotidien. Ouais, complètement. C'est vrai que heureusement on a la chance d'avoir Honda qui nous soutient dans tous nos projets. Mais ça représente 45 courses à l'année. Voilà, on a 20 grands prix, donc aux 4 coins du monde, donc c'est assez compliqué en logistique. Mais voilà, on est passionné. C'est un métier de passion, hein, tout simplement. On se retrouve ici, on est passionné, on prend plaisir et dans notre métier et dans notre sport. Et voilà, on fait un petit mix de tout ça. Et puis on est à fond. Alors c'est vrai que des fois c'est pas évident parce que on reste des êtres humains, donc on enchaîne les heures. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une belle équipe. J'ai des super coachs comme Yves de Maria, comme Toff Meyer. Donc en fait, j'ai quand même su déléguer et voilà, je suis bien épaulé. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe et j'ai vraiment Le voilà. Team SR Moto Blue, c'est combien de personnes dans le staff, hein, hors pilote? On est 17 en tout. 17. Ouais, 17 en tout. Donc ouais, ça fait pas mal de monde. Surtout qu'on a plusieurs bases aux 2 coins de la France. Donc du coup, voilà, c'est jamais évident. Mais maintenant, c'est d'année en année, on apprend, l'expérience se met en place. C'est vrai que le team a presque 15 ans maintenant. Donc voilà, on avance gentiment et puis on essaye d'avoir des titres. On n'en a pas autant, mais on en a 12 quand même. Donc on est 12 fois champion de France. Après, c'est plus difficile en championnat du monde parce que c'est vrai qu'il y a des team usines avec beaucoup de moyens et on n'est pas encore en MotoGP, mais on s'y rapproche un peu en termes de fonctionnement, de budget, d'évolution aussi, parce que c'est vrai que l'évolution du MXGP est toujours en décalé du MotoGP, mais on y arrive hein, avec le traction control, avec beaucoup de choses qui se mettent en place, des stratégies de départ qui font que maintenant voilà, les motos sont hyper puissantes, mais d'un côté hyper maniables. Voilà, on arrive à les utiliser. Il y a du transfert de technologie. Complètement, en fait. complètement. Ouais. Alors, Ludovic, par rapport à Joss, toi, tu n'as pas plusieurs programmes. Tu as le programme du Supermotard, Oui. mais avec le championnat de France et le championnat du monde. Tu gères combien de pilotes sur tes Alors, déplacements? Aujourd'hui, on ne fait plus que le championnat de France en fait. On ne fait plus de championnat du monde et tout ça. On a 5 pilotes en 2025. Donc c'est la première fois qu'on a aussi autant de pilotes. On a beaucoup de jeunes en fait. Et on a fait beaucoup de communication depuis très très longtemps. Donc on est aujourd'hui on touche entre 40 et 50 millions de personnes par an sur les réseaux. Et si on avait un très gros programme comme Joss, on ne pourrait pas le faire en fait, parce que ça nous prend beaucoup trop de temps en fin de compte. Gérer tout le système-là nous prend beaucoup de temps. Maintenant, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de nos partenaires, c'est de leur offrir de la visibilité. Bien sûr. Après, nous, sur les courses, je dirais qu'on est entre 20 et 30, avec les pilotes compris, quoi. D'accord. Ouais, donc à peu près, globalement, une quinzaine de personnes au staff technique, c'est à peu près le même, Ouais, c'est pareil, la ouais. même équivalence que Joss. C'est ça? C'est important d'avoir une belle équipe et enfin, c'est très très familial, nous, donc je pense que c'est le même système. C'est important d'avoir une belle équipe et c'est pas facile à composer une belle équipe, que ce soit en pilote ou en staff. Parce que les deux ont leur importance sur le résultat final. C'est-à-dire que travailler dans une bonne ambiance et où les gens, c'est agréable de travailler avec eux, que c'est un plaisir de venir, ça change quand même la donne des résultats, hein, parce que les gens sont dans une belle atmosphère, donc ça c'est très très intéressant. Alors ce que disait Joss tout à l'heure était assez intéressant. Est-ce que toi aussi, savoir déléguer, parce que j'ai retenu ça, Joss, savoir déléguer, toi aussi tu délègues, tu t'appuies sur des membres de ton équipe. Comment tu gères au quotidien, comment ça se passe quand tu es sur une course? Parce que comme tu le dis, il y a la communication, ouais. Ça prend beaucoup de temps si on veut être performant pour bien la faire. Comment tu gères tout ça? Bah, disons que ça a beaucoup évolué à fur et à mesure du temps. Au début, j'étais quand même vraiment présent tout le temps avec les pilotes, tout le temps.
Aujourd'hui, beaucoup moins parce que j'ai pris un petit peu plus de recul et il y a tout le staff qui est là pour faire quand même tous les actions qu'il y a à faire normales, quoi. Je dirais, moi, après, je suis plus le conseiller, vraiment le conseiller technique pour les pilotes et puis surtout aussi, il y a une partie qu'on parle pas beaucoup, c'est mental aussi. Le mental est super important. Donc, mon expérience de pilote, quand un pilote parle à un autre pilote, je pense que c'est pas la même chose. Le discours passe mieux, c'est ça? Et Ouais, plus crédible peut-être? Je suis plus crédible parce que j'ai vécu les mêmes choses qu'eux, en fait. Voilà, donc, moi, c'est mon avis, hein. Je pense qu'on est plus crédible que quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose, en fin de compte, parce que c'est quand même un milieu spécial où tu as beaucoup de pression sur les épaules. Ouais. Et je pense que la partie mentale est une partie très, très importante. Joss, la partie mentale, la crédibilité, comme tu disais que tu savais aussi déléguer, la présence d'Yves de Maria par rapport à ce que vient de dire Ludovic, c'est forcément un plus par rapport au pilote parce qu'on rappelle ses titres de champion du monde, de champion de France, etc. Yves, c'est un nom. Et ça aussi, c'est important pour toi de pouvoir t'appuyer sur sur une personnalité comme celle-ci. Oui, bien sûr. Après, il faut que ça matche. On en parlait du mental. Après, chacun est différent, mais en tout cas, Yves, il a tellement d'expérience. Et en fait, il le met à disposition. Et en fait, ça a matché entre nous. Et puis, ça matche avec les pilotes. Donc, du coup, derrière, ça fait vraiment, ça crée quelque chose de vraiment sympa. Donc, mais on a besoin de ce côté expérience. C'est sûr que quand Yves de Maria explique à un pilote une trajectoire ou une position sur la moto, ou même une stratégie de course, ou même comment aborder la compétition, c'est beaucoup plus valorisant que Au-delà de ça, il ne suffit pas que d'avoir le palmarès, il faut savoir l'expliquer. Et c'est là où on devient un bon coach et pas seulement juste un bon pilote. Et c'est ce que Yves arrive à faire. Comment ça s'est fait justement ton association avec Yves de Maria? C'est toi qui l'as démarché? C'est lui qui est venu te voir? Comment ça s'est fait? Non, en fait, ça a été une rencontre. On a eu un partenaire en commun et il nous a demandé qu'on bosse ensemble parce que le partenaire qu'on avait en commun à l'époque trouvait des qualités dans le team, qu'il voulait qu'on progresse. Et puis Yves était aussi à un moment donné de sa carrière de coach où il avait entraîné des très grands pilotes. Donc on est reparti sur une base avec un peu plus de jeunes. Et puis du coup, en fait, ça a matché ensemble. Et puis du coup, on est reparti sur un gros programme avec des beaux résultats. Donc on est content, il faut continuer maintenant. Aujourd'hui, quand on est team manager comme ça d'une structure comme la tienne, je viendrai vers toi après Ludovic par rapport à ça, c'est plus du travail, je dirais, back-office que de terrain. C'est un peu ça aujourd'hui parce que les partenaires, les déplacements, la gestion, j'imagine que tu es encadré aussi, enfin tu es entouré, mais c'est vraiment un travail plus, moins de terrain maintenant. Oui, bien sûr, ça s'est installé comme ça. Maintenant, je ne perds pas quand même la passion et pour moi, c'est important quand on vit les choses. Pour les vivre, il faut quand même être sur le circuit. Donc déjà, j'apprécie toujours aller sur les terrains. Mais au-delà de ça, j'arrive mieux à retransmettre la passion, tout ce qu'on veut mettre en place, pourquoi on le fait, où est-ce que les objectifs, pourquoi tel objectif. Et ça, je pense qu'il faut être sur le terrain pour pouvoir transmettre aux partenaires, aux équipes. C'est important. Oui, justement, Ludovic, les partenaires, comme disait Joss, évidemment, c'est important parce que sans partenaire, ça serait très compliqué, on va dire. Je pense que vous, comme moi, on n'a pas gagné à l'euro-million, donc c'est un peu compliqué de faire ça sur ses fonds propres. Mais justement, ce relationnel, comment il s'entretient? Parce que j'imagine que les partenaires que vous avez, et je reviendrai vers toi après sur ce sujet, Joss, c'est des partenaires que vous fidélisez. Comment vous les fidélisez? Et surtout, j'imagine que d'autres aussi essayent de récupérer les partenaires. C'est cette relation de confiance qui s'installe aussi au fil du temps? Oui, c'est clair. Alors nous, on a quand même beaucoup de partenaires qui sont là depuis le départ. Et en fait, on a aussi une relation quand même qui devient presque amicale avec les gens, en fin de compte, avec les années. Après, on peut en perdre, oui. Ça c'est assez difficile, mais cette relation s'est faite petit à petit aussi. C'est comment je suis arrivé à la communication en fait, parce que pourquoi j'ai fait des vidéos YouTube dès les années 2009. En fait, mon intérêt était de garder mes partenaires et je trouvais que les logos qu'on mettait, si tu veux, on donnait pas assez de visibilité. Donc j'ai pris une partie du budget que j'ai consacré pour créer des vidéos et pour donner de l'image à mes partenaires. Donc ça a beaucoup plu aussi parce que c'était nouveau. Hein. Ouais. Ça a beaucoup plu à tout le monde. Aujourd'hui, oui, quand on en parle ensemble, ça paraît tellement normal de le faire. Et à cette époque, je dirais que c'était pas
ça se faisait pas du tout. C'était que la presse spécialisée qui parlait de nous et voilà. On avait beaucoup d'outils et j'ai décidé d'utiliser ces outils. Du coup, ça a créé une relation avec les partenaires quand même assez forte parce que j'étais vraiment content. En fait, il faut savoir que le partenaire, s'il est content, il va continuer. Donc notre objectif, je pense qu'il est le même, c'est de contenter nos partenaires de façon à ce qu'on n'ait pas à négocier des partenaires tous les ans, garder les mêmes, les fidéliser et travailler sur le long terme. Déjà, une image, ça se construit sur le long terme. Ça fait combien de temps que tu représentes Honda en supermotard? Depuis 2009. Ah oui, Ouais. voilà, un exemple parfait. Et j'ai quand même été officiel Honda dans les années 90 en fait. Et justement, aujourd'hui, quand on démarche, par exemple, je reviendrai vers toi aussi là-dessus, Joss, quand on démarche un nouveau partenaire, qu'est-ce qu'on met en avant? La communication ou les résultats? Quel est dans la balance? Qu'est-ce qui pèse le plus pour convaincre un partenaire, si je peux Aujourd'hui, c'est la communication qui prime sur le. Il faudrait que tu aies vraiment un partenaire comme par exemple, qui est vraiment technique dans la moto, qui peut avoir. Honda préfère certainement le résultat. Mais après, un sponsor lambda, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on voit leur marque pour qu'ils aient des ventes derrière. Si on a compris que l'intérêt d'un partenaire, c'est de vendre des produits, hein, enfin de vendre la marque. Il est là l'intérêt. Et je pense qu'aussi on souffre de quelque chose qui a été toujours dans le monde du off-road en fait, c'est que c'est beaucoup des mécénats, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont passionnés, qui ont fait des partenariats, mais par passion, oui, sans retomber. Et au bout d'un moment, si l'économie va mal, ça s'arrête en fait. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de mécénats. C'est pas une critique, hein. C'est des gens passionnés qui ont donné un coup de main à beaucoup de monde. Maintenant, c'est un peu plus difficile, je pense, en 2025 parce que, comme vous devez vous rendre compte, l'économie quand même est quand même beaucoup plus difficile en ce moment dans tous les domaines. Donc, ça va être un petit peu plus difficile plus ça va venir. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Joss. Mais... Justement, j'allais aller vers Joss. Justement, cet équilibre entre résultats, visibilité. Toi aussi, tu représentes Honda depuis un sacré moment, hein, on va le dire aussi comme ça. Comment ça se passe quand justement tu vas démarcher? Alors, j'imagine que, comme le disait Ludovic, tu as des partenaires qui restent fidèles, bien évidemment, qui sont évidemment plus faciles à reconvaincre de continuer l'aventure. Mais comment ça se passe quand tu dois aller, je dirais, à la pêche? Ouais, c'est exactement ça, la fidélité, hein. Après, comme l'expliquait Ludo, au fur et à mesure du temps, il y a aussi une confiance qui s'installe. Et ça peut être dans les deux sens, parce que c'est vrai qu'il y a des moments difficiles dans des saisons de compétition. Mais en sens contraire, quand on a des bonnes saisons, là, il y a des partenaires qui arrivent et qui essaient de nous aider. Et c'est là où il y a des gens un peu qui perdent pied et qui auront tendance à changer de marque, qui auront tendance à changer pour un petit peu plus de budget à droite, à gauche. Donc, je pense que Ludo le fait très bien. Et moi, là-dessus, on est, je pense, sur la même longueur d'onde. C'est que voilà, on a des partenaires, on préfère la longévité que des one-shots. Et je pense que c'est ce qui fait un peu notre force. C'est pour ça qu'on est encore là, je pense, aujourd'hui. Nous, avec Honda, ça fait 12 ans. On a eu X fois des propositions pour changer. Mais au final, pour faire quoi? 1 an, 2 ans peut-être et encore. Donc voilà, nous, on préfère la longévité, avoir les meilleurs résultats possibles avec Honda, construire des choses. Et puis aller chercher des titres, aller chercher des victoires. Après, nous, dans la partie tout-terrain, Ludo se débrouille super bien sur la partie communication. Nous, on est encore un peu dans ce côté mélange. Le résultat est très très important. C'est vrai que du résultat, on rebondit sur la communication et on s'en inspire parce qu'il fait de très belles choses dans la com. Mais c'est vrai que nous, on a tellement de courses que du coup, il y a tellement de courses qui enchaînent que si le résultat est pas bon, au fur et à mesure, en fait, les gens se lassent quand même et on a un peu du mal à garder ce côté motivation de partenaire. Donc nous, le résultat est très important. Donc voilà, on essaye de vraiment avoir les meilleurs résultats possibles sans délaisser non plus la partie communication, mais on est quand même un peu plus axé résultat que il y a une prépondérance sur le côté sportif, bien évidemment. Justement, le côté sportif 2025, tu vas avoir 2 pilotes étrangers et pas n'importe lesquels. Et alors, je préfère que tu le prononces parce que c'est comment on prend Ogmo? Ogmo, ouais. Ogmo, c'est ça? Ogmo, ouais, voilà, j'avais peur d'écorcher son nom. C'est une pépite, on va dire. Et comme tu le disais avec Yves de Maria, vous concentrez sur des jeunes pilotes. Qu'est-ce qui fait la différence justement pour qu'un pilote qu'on sent qui a du potentiel vienne justement dans son team? Comment tu l'as tiré dans tes filets, entre guillemets?
Bah, en fait, déjà, on a tendance à miser sur des jeunes qui n'arrivent pas vraiment à passer dans les teams officiels. Ils sont bons, mais ils ont pas encore réussi à avoir les meilleurs résultats qu'ils pourraient avoir. Et donc, du coup, c'est là où nous, on essaye de repérer. C'est là où Yves de Maria est hyper important parce qu'il me donne son analyse. Donc, du coup, on a un très bon échange à ce niveau-là. Et on essaye, en fin de compte, avec certains jeunes qui n'ont pas encore exploité 100% de leur potentiel, de pouvoir encore les récupérer parce que financièrement, c'est encore possible. Et c'est là où on essaye de les amener au plus haut possible. Et après, voilà, le jour où ils doivent partir dans la team usine avec des plus gros Il budgets n'y a pas que de nous, frustration à ce moment-là ou c'est Ouais. plutôt la satisfaction d'avoir, je dirais, rempli le cahier des charges pour l'amener au plus haut? Bah, bien sûr, il y a toujours une petite frustration parce que on le voit avec Antonio Cairoli à l'époque, le team de Carly lui a fait confiance et vice versa quand Antonio Cairoli est devenu champion du monde X fois et voilà, il a dit c'est avec mon team ou rien. Donc ça, pour moi, Antonio Cairoli, c'est un des pilotes qui a vraiment qui a pas perdu le sens. Voilà, il est loyal, le côté un peu team familial hein, de Carly, à l'époque c'était un team familial et ils sont montés ensemble du coup et ils ont eu X titres de champion du monde. Donc, bien sûr, on l'a déjà connu, quand il y a quelques jeunes pilotes qui partent, c'est un peu frustrant. Maintenant, il y a des situations où on peut juste comprendre. Et là, à partir de là, on passe sur le côté où on est fier d'eux, fier de nous, parce qu'on a réussi à les aimer jusqu'à un certain niveau. Donc voilà, le but, c'est de pouvoir continuer dans ce sens-là. Là, on a deux jeunes pilotes, les deux jeunes pilotes du plateau, 23 et 24 ans. Donc Alberto Forato, qui est depuis 4 ans et demi GP, mais qui est très jeune, parce qu'en fait, c'est un très grand gabarit. Ouais. Mais c'est le plus jeune pilote du championnat. Et on a aussi donc Kevin Orgbo qui a 24 ans, qui est tout jeune. Donc on sort d'une belle saison en championnat du monde avec les deux pilotes dans le top 10. Et là, on espère grappiller encore quelques places et pourquoi pas chipper quelques podiums tout au long de l'année. L'objectif, c'est se rapprocher du top 5, c'est ça, C'est sur ça, la fin de la exactement. saison? Ouais, c'est ça. L'année dernière, on fait 8 et 9. Donc voilà, si on peut grappiller, alors c'est jamais grand-chose, mais si on peut faire 7, 6, et puis voilà, et peut-être un petit peu. Après, c'est le sport, il se passe tellement de choses, on verra bien, mais voilà, pour le coup, c'est les objectifs qu'on a au fond de nous. Ludovic, tu me disais 5 pilotes pour la saison 2025. Les objectifs, quand on entend Joss, pour les pilotes, quand on connaît Luquin sur le paddock du Supermotard, j'imagine que c'est plus eux qui te sollicitent que toi qui vas les chercher. Comment ça se passe? Ouais, on a beaucoup de sollicitations de partout parce que la communication qu'on a faite depuis 15 ans, en fait, a fait aussi que ça marque. Ça a véhiculé une image aussi assez sérieuse, aussi compétitive. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Et après, la sélection se fait par rapport aux gens que je vois évoluer. Et après, généralement, quand je sollicite quelqu'un, j'ai jamais eu personne qui m'a dit non, je veux pas venir. Oui, En fait. j'imagine. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, faut dire aussi qu'on a la chance d'avoir le meilleur championnat de supermotard sur la planète en France. C'est comme si pour vous donner une petite image, c'est comme si on avait le championnat USA de cross ou supercross. Tu vois, Ouais. aujourd'hui, nous, le championnat de France, c'est le championnat qui a jusqu'à maintenant été quasiment le meilleur de la planète. C'est le championnat de Donc, ça référence. nous aide quand même et ça nous permet d'évoluer qu'en championnat de France. Oui, puis on sait, l'équipe de France sur le Supermoto des Nations Voilà, c'est ce que j'allais est dire. dominatrice depuis un certain nombre d'années, on va Je sais dire. plus, il y a plus de 10 ans d'affilée Ouais. à gagner le Voilà. Supermotard des Nations. Donc voilà. Après, nous, il y a des gens plus forts dans d'autres pays, ça arrive, mais on a quand même un réservoir de pilotes plus Une important. constance, ouais. Et puis chaque épreuve, il y a quand même plus de 200 pilotes à chaque épreuve, donc ça élève fonctionne. le niveau, Ouais, bien ça évidemment. fonctionne. Tes implications dans les 5 pilotes sont dans 5 catégories différentes? Non, il y a Non, des trois catégories. catégories Trois différentes. catégories, voilà. Tu peux On juste a- nous préciser tes On a programmes Nicolas 2025? Cousin en S1, Harry Mestre aussi en S1. Donc ça, c'est un Corse, un Espagnol de 16 ans qui a évolué en vitesse au début et par faute de moyens qui est arrivé en supermotard. Et après, on a Alexandre Martin en 250. Il y a un tout petit jeune qui arrive, qui a 14 ans, qui ne peut pas faire les premières épreuves l'année prochaine, puisqu'il a été 2 fois champion S4 avec le 150 CRF. Ouais. Et puis on a repris un tout petit jeune, Joshua Chiro, qui a 13 ans et qui va faire la catégorie S4 sur le 150 CRF. Et le but, c'est de jouer le titre dans les 3 catégories. D'accord. Maintenant, on essaye, hein, tu vois, on est là pour la compétition. Donc le but, c'est d'essayer de gagner partout. Il faut travailler pour. On a des concurrents quand même qui sont rudes aussi. Donc voilà, on s'est battu
pendant de nombreuses années contre Thomas Scharer, qui est 8 fois champion du monde. Donc, C'est l'une des références de la catégorie. mais c'est hein. très bien pour nous parce que ça nous permet de nous battre contre le meilleur pilote de la planète. C'est comme si Geiger ou je dis Geiger ou Erlings, ils faisaient championnat de France et ça vous donne, ça permet d'élever le niveau de notre championnat en fait. Donc on les prend vraiment avec cœur et c'est important d'avoir des très bons pilotes qui sont dans notre championnat pour tirer tout le monde. Le tandem idéal pour toi, Joss, chez SR Motoboost, ça serait qui? Parce que comme le dit Ludovic, Team Geyser, ça serait pas mal aussi. Hein. Ah ouais, là c'est sûr que là on tape dans du lourd. Hein. Après il y a les Jet Lawrence, il y a tellement de pilotes voilà, fabuleux, mais nous on va rester humble. Je veux dire voilà, on a deux jeunes pilotes là, voilà Forato, Ormeau. Au contraire, si on peut partir avec des noms un peu moins grands entre guillemets et qu'on peut avoir des résultats de grands champions, voilà ça pour nous ça sera la plus belle des récompenses. Bon, ben, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite avec le team SR Motoboost pour cette saison 2025. Merci de ta présence, Joss. Merci à vous. Ludovic, merci également de ta présence. Après, Très belle saison. je pense que son travail est beaucoup plus difficile que le mien. Hein. Le Supermotard est plus accessible. Bon, on va vous laisser entre vous Bon, en pour tout cas, finir c'est- l'émission merci. Ouais, y a pas de et souci. échanger. Mais en tout cas, merci de votre présence, merci de votre participation. Merci. Et puis surtout, bonne chance pour l'ouverture du championnat parce que Merci. ce week-end, c'est la Capelle Mérival, c'est ça? exactement. Voilà, Merci ça Joss, repart. merci Ludovic, Avec plaisir. merci de nous avoir suivis pour cette dernière émission de Tollback GP spécial Salon du Deux Roues sur le stand Honda. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau débrief. Merci de votre attention.